dans la suite d'un suivi qu'on a fait au Forum sociaux mondiaux des migrations, où cette question des autorités locales a été portée très fortement, notamment depuis 2016 avec le Forum de Sao Paulo, qui est un des exemples sur lesquels on s'est beaucoup appuyé pour voir comment, quand ça fonctionne bien, les alliances locales entre autorités locales et société civile permettent de vraiment induire un changement de cap. Et donc, on a travaillé au lancement d'une alliance avec les autorités locales qui est née en octobre 2019 avec l'appui de l'ANVITA, Association nationale des villes et territoires accueillantes de France. Donc, voilà, ça c'est le contexte. Alors pourquoi travailler depuis cette double légitimité, autorité locale, société civile? D'abord parce que le constat qu'on fait, c'est que si les politiques migratoires elles sont élaborées au niveau des États, au niveau des régions, enfin de la région européenne également, elles se vivent, elles se confrontent au niveau des territoires. D'abord, elles sont vécues par les exilés. Il y a une organisation des collectifs de diaspora autour de militants, d'organisations de société civile. Et puis, un dialogue se fait avec les autorités locales qui, quelle que soit leur posture politique, doivent mener une politique vis-à-vis de tous les habitants, de toutes les habitantes de leur territoire, y compris ceux qui sont dans l'angle mort du droit, notamment les personnes sans papier. Donc il y a là-dessus, du coup, on voit apparaître plein de pratiques très intéressantes en matière de politique locale vis-à-vis des personnes exilées, aussi parce que les autorités locales ont des compétences en matière d'éducation, en matière de logement, en matière de santé, et on a vu combien, face à la non-politique, ou face au désordre ambiant durant la crise qu'on a traversée avec le Covid-19, les villes étaient à la fois effectivement très déstabilisées, affaiblies, mais ont été des espaces, les territoires ont été des espaces d'organisation citoyenne et d'élaboration de politiques pour s'adapter à la situation et tâcher de préserver un minimum de dignité humaine. Voilà, on pense que c'est à la fois intéressant du point de vue des compétences des autorités locales et en matière pour aller palper des politiques qui soient les plus adaptées possibles à la réalité des personnes. Car les associations, etc., sont au plus proche des besoins des personnes. Les autorités locales, avec parfois certains freins du fait de devoir faire face à différentes échelles de compétences, notamment des préfectures, des États, ont quand même une marge pour pouvoir s'adapter aux besoins des personnes et dans plein de contextes, ont commencé un peu à repenser leur démocratie localement du point de vue de ces questions de mobilité. Par exemple, en créant des conseils des cultures à Palerme ou à Grenoble avec un conseil des résidents étrangers qui permet aussi d'institutionnaliser un dialogue avec les organisations de citoyens solidaires. Donc, vraiment, c'est une échelle qui nous permet d'aller au plus proche des besoins des personnes. C'est une échelle qui nous permet également d'innover, de penser d'autres pratiques. Donc en termes la question qui m'a été posée, c'était comment est-ce qu'on peut, depuis ces logiques de territoire sur la double légitimité, autorité locale et société civile, faire des propositions à l'Union européenne. Là, on peut identifier depuis l'Alliance 3 demandes. Alors d'abord, une demande de reconnaître ces acteurs territoriaux comme des acteurs clés, incontournables, et donc de les reconnaître et de les soutenir. Donc les soutenir financièrement, valoriser les bonnes pratiques, permettre que ces bonnes pratiques se diffusent. Que ce soit en termes d'accessibilité des services, en termes d'éducation, en termes de logement, en termes de droits économiques, d'inclusion politique des exilés, etc. Une deuxième demande qui serait aussi dans le sens de soutenir l'action, mais l'action concertée des territoires. Par exemple, il y a une multitude
d'actions qui se font de façon bilatérale entre des villes qui souhaitent agir. Et par exemple, avec la situation actuelle en Grèce, des villes qui se sont exprimées pour dire nous devons désengorger ces camps où les personnes vivent dans des conditions totalement désastreuses, et donc se sont exprimées contre les pratiques des États et de l'Union européenne à cet endroit, et qui ont proposé une alternative, c'est-à-dire une action concertée entre villes de départ et villes d'arrivée pour permettre une relocalisation des personnes, et de le faire de façon le plus par un dialogue qui permette vraiment d'inscrire les besoins des personnes exilées et les possibilités des territoires concernés. Donc il y a vraiment aussi un enjeu que l'Union européenne inclut, soutienne des actions concertées entre territoires, et puis fondamentalement ce que porte le projet de l'Alliance, c'est finalement d'arriver à défendre que l'Union européenne doit avoir une autre gouvernance des migrations, une gouvernance des migrations qui soit à même d'inclure la voix de ces territoires, donc autorités locales, société civile, d'une part parce que ça pourra, d'une part pour venir réancrer les politiques migratoires sur la réalité que vivent et les personnes exilées et les habitants, plus généralement, et donc relayer toutes les revendications vis-à-vis de la violation massive des droits de l'homme qu'on a pu entendre dans les autres interventions. Et puis, dans l'idée de cette gouvernance alternative des migrations, c'est aussi le sujet de venir porter une voix alternative pour montrer porter un message positif sur combien la mobilité permet d'enrichir culturellement les territoires, permet parfois de venir revigorer les services publics, permet de reconstruire du vivre ensemble, permet de stimuler des économies. Donc voir aussi toute cette autre vision de la citoyenneté, de la mobilité. Et voilà, et surtout, ce qui paraît important, c'était de bien penser cette gouvernance d'immigration qui inclut les territoires depuis différentes échelles, à la fois différentes échelles d'action, que ce soit du petit village qui va voir renaître une école parce qu'il va être un espace d'arrivée de population migrante, et jusqu'à la grosse métropole qui va mener une politique transversale de citoyenneté qui permet d'inclure y compris les personnes sans papier qui résident sur son territoire. Donc une question d'échelle, et une question également de penser une gouvernance au-delà de l'Union européenne, parce que les politiques de l'Union européenne vont toucher y compris des territoires en dehors de l'Union européenne, notamment dans ces pays dits tiers qui vont être impactés par l'externalisation des frontières. Et donc il y a beaucoup de territoires qui revendiquent un droit de parole aussi sur ces politiques qui vont les impacter économiquement, socialement, politiquement, etc. Donc il y a vraiment un enjeu de démocratie, il y a un enjeu évidemment d'urgence humanitaire à donner une place au territoire dans l'élaboration des politiques migratoires, et puis il y a un enjeu de venir réoxygéner le principe de citoyenneté dans nos territoires de façon universelle, parce on milite pour la citoyenneté universelle depuis l'échelle locale et dans une perspective transnationale. Voilà. Merci beaucoup Justine pour cette présentation. Je vais passer la parole maintenant à Mercedes qui va présenter un peu sur les politiques de travail et sur le pacte européen. Tu peux te présenter au début. Yes, thank you. Finally, sorry about that. My name is Mercedes Miretti. I'm policy advisor at the European Trade Union Confederation, and we also I also represent the Union Migrant Net, the network of trade unions in Europe. So yes, I will touch upon the two aspects that. Donc, je vais toucher les deux aspects qui ont déjà été mentionnés auparavant par les autres collègues. Et je remercie vous tous pour m'avoir invité à cette discussion, à vous joindre dans cette discussion. Donc,
je vais commencer au moment où la crise sanitaire est commencée. Nous avons travaillé avec tous nos affiliés par rapport à un document commun qui donnait des notes d'alarme sur la situation du Covid-19. Dans ce document, nous avons souligné les différents défis que tous les différents travailleurs auxquels les différents travailleurs devaient faire face. Cette crise sanitaire a carrément porté les institutions à oublier certaines personnes. Les institutions ont demandé que les services publics étaient supportés dans cette crise sanitaire. Les différents défis que nous avons repérés par rapport à l'emploi, aux conditions de travail, à l'accès, à tout type de protection civile par rapport justement à cette crise sanitaire a été analysée dans ces documents. Cette crise sanitaire exacerbé certaines situations, empiré certaines situations. Et on a essayé de reporter toute cette crise sur un niveau européen, devant l'Union européenne, pour qu'elle puisse trouver une solution. Cette crise aussi pouvait donner des opportunités. Elle pouvait représenter une opportunité pour nous tous qui avons travaillé sur ces documents pour essayer de pousser l'immigration vers la bonne direction, par exemple. Les demandes d'asile de la part de certains migrants devait être pris en compte, même s'il y avait cette crise sanitaire à laquelle on devait faire face. Et on s'attendait d'arriver à donner des solutions assez rapidement, peut-être au début seulement au cours de 2 semaines à ces personnes-là, mais malheureusement ces solutions ne sont pas nécessairement arrivées. Nous avons quand même continué beaucoup à discuter parmi nous avec les commissaires, aussi bien pendant la crise et aussi après les pics de la crise. On a discuté avec tous les partenaires socio-économiques également. Et ces partenaires ont signé des partenariats spécifiques pour l'intégration déjà à partir de 2017. Et justement, avec cette crise sanitaire en cours, ils avaient tous changé leur but et surtout de donner asile surtout aux demandeurs d'asile, aux réfugiés politiques, plus qu'aux migrants économiques. Mais maintenant, nous avons aussi compris que les partenariats européens pour l'intégration doivent vraiment s'épanouir, se développer. Nous sommes donc en train de développer un dialogue avec certains techniciens et avec certaines organisations. Ceci n'est pas nécessairement facile, c'est un dialogue parfois difficile. Nous avons vraiment poussé à arriver à une signature de certains pactes. Évidemment, parfois, on n'est pas arrivé à faire ceci, mais on continue à travailler là-dessus. De façon qu'on va pouvoir avoir une discussion plus structurée et arriver donc à des solutions. On a
proposer des recommandations, des propositions, recommandations que nous avons bien poussées en avant, surtout par rapport à l'ouverture de la régularisation de certains migrants, comme on avait déjà fait dans le passé. On a eu certaines directives à niveau européen qui sont relatives seulement des travailleurs avec des hautes compétences techniques, mais on voudrait s'ouvrir plus même aux gens qui sont moins techniciens, qui ont moins de compétences, parce que nous avons vu qu'on a besoin de régulariser un peu tout le monde. Nous avons besoin d'améliorer les politiques d'immigration pour arriver à une configuration telle des contextes légaux, officiels. Évidemment, nous donnons notre soutien à la régularisation, surtout des personnes qui ont les documents réguliers. Parfois, la régularisation des migrants devient carrément une de notre priorités dans certains cas. Et on y travaille beaucoup sur certains cas spécifiques, justement pour essayer d'arriver à structurer ce document commun qui va être appliqué à tout le monde, à tous les migrants, à toutes les personnes qui demandent régularisation. Par rapport à ceci, on peut dire que pour nous, l'intégration sur le marché du travail est importante. Nous avons besoin de renforcer par rapport à ceci la coopération à niveau national, régional et local. C'est important que les différents niveaux travaillent en complète coopération. On a compris l'importance du rôle des partenaires sociaux dans l'accès et dans la protection des migrants. Lorsqu'on parle d'accès, on parle aussi des formations spécifiques et la reconnaissance de certaines capacités techniques que ces personnes peuvent avoir. Évidemment, l'expérience sur le lieu de travail aussi importante et va pouvoir ouvrir d'autres possibilités. On comprend qu'il y a vraiment beaucoup de défis par rapport aux différentes situations, par rapport aux différentes personnes, mais on doit faire face à tout ceci, même pendant la crise sanitaire qu'on a vécue, qu'on est encore en train de vivre. C'est important d'avoir aussi des liens importants avec les syndicats pour avoir et pour leur donner aussi, partager des informations importantes sur les travailleurs, pour partager aussi les possibilités d'ultérieurs réseaux. C'est quelque chose vraiment que nous avons besoin d'élaborer encore plus, de développer de plus en plus, peut-être encore pour les prochaines 3 années à venir. Ces réseaux sont importants pour nous tous. Nous avons découvert également que les réseaux représentent des moments très importants lorsqu'on travaille tous ensemble dans les contextes sectoriels. Je suis très contente encore une fois d'avoir été invitée ici. Je suis tout à fait à votre disposition pour des questions éventuelles. Merci Mercedes pour ton intervention. Là, je vais passer les micros à Joël. Joël, tu es là? Tu nous entends? Sergio, Joël est là? Joël est tout près de nous, mais je pense qu'il a vraiment encore des problèmes de connexion. Donc, je vais demander aux autres participants
d'attendre un moment, et aux techniciens de Sabir de vérifier s'il n'y a pas de possibilité d'aider Joël. On va attendre Joël et peut-être Abdelrahim a quelque chose à rajouter. Et si Joël n'arrive pas, on va ouvrir les micros à des questions en général. Qui n'est pas né de la préoccupation de la société civile sur le sujet, n'est pas né suite à la crise sanitaire, mais qui est une préoccupation. Il y a le Forum de Bogota, il y a un certain nombre d'initiatives, il y a le collectif du droit à la santé, un certain nombre d'initiatives dans les forums qui travaillent sur le sujet. Mais malgré tout, la crise a montré un peu la question cruciale qui est posée par la protection sociale. Et en tant que Forum social maghrébin, nous avions lancé un appel il y a quelques semaines pour le droit à la protection sociale, le droit à la santé, le droit à la vie des migrants au Maghreb. Donc, c'est un appel qui a été lancé par un certain nombre d'acteurs sociaux, de sociétés civiles, de syndicats, de mouvements sociaux à l'échelle du Maghreb qui un peu souligne un peu l'inquiétude par rapport à la question de la situation des migrants face à la question de la protection sociale et en particulier en période de crise, qui a montré les carences de protection sociale, les carences de droit à accès aux services de santé et l'obligation des États, des différents États, de protéger les personnes sur son sol, évidemment sans la question de la régularité de leur situation n'est absolument pas à mettre en jeu, à mettre en face la question de l'obligation de la protection sociale. Et donc du coup, cet appel exprime un peu une inquiétude de la société civile sur la situation des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile, qui sont une composante importante de la société, qui souffrent de cette double exclusion. Donc, il y a eu évidemment quelques mesures positives au Maroc, en Tunisie, mais qui restent vraiment en direction des migrants, mais qui restent vraiment insuffisantes. La situation en Libye est dramatique, la situation des Tunisiens coincés à Milia est dramatique. Il y a un certain nombre de situations, de drames sociaux, de drames humains qui sont posés au Maghreb, en particulier, qui est la région sur laquelle on travaille, mais pas seulement, qui sont fondamentales. Donc cet appel, je peux le diffuser, appelle les États à prendre en charge leurs responsabilités et à mettre en place toutes les mesures de protection, toutes les mesures qui doivent mener pour un peu mettre en avant la question de la protection sociale, parce que c'est du devoir des États de garantir et de respecter le droit des migrants, des demandeurs d'asile, des réfugiés, et le droit à la santé et à la protection sociale. Donc c'est un appel que je pourrais diffuser, c'est un texte de 2-3 pages, donc je ne vais pas être très très long, mais juste pour finir, je rappelle que cette crise nous a malgré tout montré l'importance de continuer à rester mobilisés, nous tous, sur la question du droit à la protection sociale pour tous. Merci. Merci à Abdelrahim pour ce point qui est très important. En fait, durant cette crise, on a vraiment vu l'importance de la protection sociale, l'importance du rôle de l'État sur ces questions-là. Donc, il y a eu beaucoup de questions et beaucoup de demandes sur le chat du webinaire pour que les documents soient partagés avec les participants. Donc, si vous voulez partager quoi que ce soit avec les participants et les Naïma, est-ce que vous pouvez... Ok. Donc, voilà. Donc, si on peut partager tous les documents qu'on a sur les différentes questions sur le chat ici. Il y a eu beaucoup de partages, mais il y a beaucoup de demandes aussi. Je vois que Joël est maintenant avec nous. Donc, je te passe la parole, Joël. Tu peux te présenter et faire ton intervention. Le micro à Joël. Okay, yes, the micro is on. It's better now. Thanks, Sergio. Thanks, comrades. Thank you all. I think the initial format prevented me from coming on, and I think our technical persons have helped very well. Thank you very much, and apologies for joining in a bit late. I have... Je suis désolée de vous avoir rejoint un peu plus tard, mais j'étais sur une autre aussi réunion. J'avais donné priorité à votre espace, à l'espace Sabir. C'est quelque chose vraiment qui nous intéresse et auquel on veut continuer à participer.
là, je vais parler de ce qu'on va vouloir voir par liberté de circulation des travailleurs migrants. Lorsqu'on parle du respect des migrations, on entame des discours très importants. Lorsqu'on parle des migrations légales, on devrait être plus spécifique. Nous savons que lorsque les migrants se déplacent, c'est parce qu'ils ont nécessité de se déplacer pour travailler. Et donc, récemment, on a établi des accords plus spécifiques avec certains pays, comme l'Italie, par exemple, pour développer des lois par rapport aux migrants travailleurs et non simplement aux migrants qui migrent sans aucune raison spécifique. Avant, on veut congratuler l'Italie pour tous les efforts que ce pays a fait par rapport au nôtre pour avoir une discussion de plus en plus élargie sur la liberté de circulation des travailleurs migrants en arrivant de notre pays. Une chose qu'on a besoin de développer est de parler plus à notre humanité. L'humanité, normalement, se préoccupe d'être politiquement correcte, alors que l'humanité oublie, les hommes en général oublient tout ce qui est les contextes humains. On ne peut pas limiter toute la compréhension des migrations aux économies, aux politiques économiques. Nous devons regarder plus à ces aspects-là et grâce aussi à Sabir, on peut parler de tous ces aspects plus humains et humanitaires aussi. Pour nous aussi, c'est toute l'Europe qui serait importante pour nos mouvements migratoires et pour la libération et la régularisation des migrants en Europe. La première chose que je voudrais vous faire comprendre est qu'on a besoin de développer plus les concepts formulés dans les différentes conférences, dans les différents moments des rencontres, parce que on a vu qu'il y a différents critériums qui peuvent contribuer à un meilleur accueil des migrants dans les pays de destination. Nous devons regarder comment éventuellement développer encore plus notre discussion pour arriver à des solutions, pour avancer sur des solutions et pour avancer sur des gouvernances qui pourront vraiment être adoptées.